Saviez-vous qu'il existe des hommes qui vous font venir dans un autre pays juste pour vous transformer en leur esclave domestique? J'ai vécu ce cauchemar. Je me suis mariée avec un inconnu qui s'est avéré être mon pire ennemi. Ceci est mon histoire de survie. Bonjour à toutes et à tous. Avant de continuer, j'adorerais savoir d'où vous me regardez. Laissez-moi votre pays ou votre ville en commentaire. Cela me fait tellement plaisir de me connecter avec des gens du monde entier. Et si cette histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour qu'elle puisse atteindre plus de gens qui pourraient en avoir besoin. J'ai utilisé cette phrase de nombreuses fois durant les pires moments de ma vie. Si tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas, continue d'avancer. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais à l'appliquer de manière si littérale. Mon nom est Claire, j'ai 48 ans et c'est l'histoire la plus difficile qu'il m'ait été donné de vivre. Tout a commencé en décembre 2016. J'étais en France, lui en Suisse. Nous nous sommes rencontrés sur Internet, sur une application de rencontre pour célibataires. J'avais été célibataire pendant longtemps après mon divorce, élevant seul mon fils, Thomas. Je ne voulais plus d'aventure, je voulais une histoire vraie, un amour véritable. Il m'a contacté avec un profil sans photo. Normalement, je rejetais ce genre de profil, mais quelque chose m'a poussé à lui donner une chance. Il s'est présenté comme Marc, bien que j'ai su plus tard que ce n'était pas son vrai nom. Il m'a dit qu'il vivait dans une petite ville près de Genève, mais ce n'était pas vrai non plus. Tout était mensonge depuis le début, même si à ce moment-là, il a justifié cela en me disant qu'en raison de sa profession, il était très connu dans sa petite ville et ne voulait pas s'exposer. Les premières semaines furent magiques. Il m'écrivait tous les jours. Quand je me réveillais, j'avais déjà ces messages qui m'attendaient à cause du décalage horaire. « Bonjour ma belle, comment as-tu dormi? Quels sont tes projets pour aujourd'hui ?» Il était attentionné, affectueux, intéressé par chaque détail de ma vie. Je traversais une période économique très difficile, vendant des plats faits maison pour survivre, et il me demandait toujours comment s'étaient passés mes entretiens d'embauche. Il me donnait du courage quand les choses se compliquaient. Le soir, nous parlions par appel vidéo. Il avait 8 ans de plus que moi, il avait 56 ans. Il m'a raconté qu'il avait récemment divorcé et que ses 2 enfants adultes avaient décidé de vivre avec lui. Il vivait aussi avec sa mère, de plus de 85 ans. Ce doit être une personne exceptionnelle, ai-je pensé. Un homme qui prend soin de sa famille comme ça doit avoir un grand cœur. La relation à distance est intense d'une manière différente. On échange beaucoup d'informations tout le temps, beaucoup de messages, beaucoup d'emails. En décembre, après à peine 1 mois de conversation, nous avons décidé que ce qui se passait entre nous était sérieux. Nous étions adultes, pas des adolescents qui jouent. Nous avons convenu de quitter l'application et de nous engager exclusivement l'un envers l'autre. En avril, je pourrai voyager en France pour te rencontrer, m'a-t-il dit. Je veux connaître ta famille, Thomas. Je veux que tu saches que mes intentions sont sérieuses. J'étais excitée. J'avais enfin trouvé quelqu'un qui en valait la peine. Quand avril arriva, Marc tint sa promesse. Il vint pour 2 semaines et tout fut parfait. Il rencontra mes parents, mon fils, même le père de Thomas, avec qui je maintiens une bonne relation. Tous furent enchantés par lui. Mes amis, qui sont souvent très critiques de mes relations, l'ont aimé dès le premier instant. Il était charismatique, éduqué, attentionné, une personne très facile à aimer. Avant qu'il ne parte, nous avons fait des plans pour que, à la fin de l'année, je voyage en Suisse avec Thomas pour rencontrer sa famille. Il y avait quelque chose qui m'a interpellée. Il n'avait pas d'amis. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit que c'était par choix, qu'il préférait avoir peu de liens, mais profonds. J'étais tellement amoureuse que j'ai décidé de ne pas y prêter attention. Si c'est vraiment une bonne personne et que je le laisse passer à cause de ça, je le regretterai toute ma vie, ai-je pensé. Pendant les mois suivants, notre communication est restée intense. Appels vidéo quotidiens, messages constants. Nous avons validé cette passion que nous ressentions, cette euphorie de l'amour à distance. Nous avons commencé à parler de mariage, d'un avenir ensemble. Ma famille est déjà au courant pour toi, me disait-il. Je leur ai dit que j'avais rencontré une femme merveilleuse. Ma mère est impatiente que je me marie. Elle me dit toujours qu'elle ne veut pas que je reste seule si quelque chose lui arrive. Tout semblait parfait.
trop parfait. En décembre, j'ai voyagé avec Thomas pour rencontrer sa famille. J'ai insisté pour rester dans un hôtel. Je ne voulais pas m'imposer dans la maison familiale dès la première rencontre. Nous avons passé Noël et le Nouvel An avec eux. La communication avec ces enfants était limitée par la langue. Mon anglais était basique, je me débrouillais pour l'essentiel, mais pas pour des conversations profondes. Cependant, avec son frère Laurent, qui parlait français, j'ai très bien accroché. Sa mère était aussi affectueuse, bien qu'avec cette sincérité sans filtre que les personnes âgées ont, elle a commencé à me raconter des détails sur toute la famille. Je suis rentrée en France la première semaine de janvier et nous avons immédiatement commencé à planifier son prochain voyage, qui aurait lieu en mars, pendant les vacances de Pâques. Cette fois, il resterait 3 semaines car nous étions officiellement fiancés. C'est pendant cette visite que nous avons commencé à parler sérieusement de mariage et de visa. Quand tu as une relation internationale, tu ne peux pas penser seulement à te marier. Tu dois penser au type de visa que tu vas demander pour pouvoir le faire légalement. Il existe le visa K1 qui est le visa de fiancé, m'a-t-il expliqué. Et il y a aussi le visa d'époux si nous nous marions d'abord en France. Mais je pense que le K1 est une meilleure option. J'ai commencé à faire des recherches dans des groupes Facebook sur ces processus. C'était compliqué, mais nous étions décidés. Pendant cette même visite, Marc m'a acheté une bague simple dans une bijouterie locale et m'a demandé en mariage devant Thomas. « Thomas, j'aime beaucoup ta maman et je souhaite l'épouser. Me donnes-tu ta bénédiction ?» Mon fils, qui avait alors 16 ans, était ému. Tout semblait être un conte de fées. Nous avons commencé à remplir les formulaires pour le visa K1. Marc m'a expliqué que toute la demande devait être faite depuis la Suisse. C'était le citoyen suisse qui devait initier le processus. Pendant ces 3 semaines, nous avons travaillé ensemble à préparer toute la documentation. J'étais heureuse, excitée, complètement confiante que je construisais mon avenir avec l'homme qu'il fallait. Quand il est retourné en Suisse, il a fait la demande de visa en mai. Le processus était stressant, avec plusieurs étapes et beaucoup de documentation. Chaque étape que nous complétions, nous la célébrions comme une victoire. Nous parlions tous les jours par appel vidéo. Il a même changé de téléphone pour pouvoir utiliser FaceTime et mieux nous voir. Le processus a duré plus d'1 an. Nous avons postulé en mai 2017 et je suis finalement arrivée en Suisse en juillet 2018. Mon père a décidé de m'accompagner pour mon mariage, ce qui m'a beaucoup émue. Il avait obtenu son visa de touriste juste à temps. Quand je suis arrivée en Suisse le 22 juillet, tout semblait parfait. Peut-être parce que mon père était avec moi. Peut-être parce que je vivais le moment dont j'avais rêvé pendant tant de mois. Mais je me sentais sur un nuage. Les enfants de Marc nous ont accueillis cordialement, bien qu'ils aient gardé une certaine distance à cause de la langue. Son frère Laurent a été incroyablement généreux avec moi. Laurent m'a pris à part et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Claire, je n'ai jamais vu mon frère aussi heureux. Je ne l'ai jamais vu sourire autant, être si content de la vie. Merci pour ça. Indépendamment de ce qui se passe entre vous, je crois que Dieu t'a amené ici dans un but précis. » Ces mots m'ont profondément ému. J'ai demandé à Laurent d'officier notre cérémonie. Ici, on peut se marier d'abord au tribunal pour les formalités légales et ensuite faire une cérémonie où toute personne autorisée peut vous marier. Marc a été tellement ému quand je lui ai dit que j'avais choisi son frère pour cela. Je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire, m'a-t-il dit. Mon mariage fut magnifique. La nièce de Marc m'a maquillée et coiffée. Je me suis sentie faire partie de la famille. Mais il y a eu une conversation que j'aurais dû prendre comme un signal d'alarme. Sa sœur m'a dit « Tu es Claire, mon Dieu, qu'as-tu fait? Comment as-tu réussi à conquérir mon frère? Il est si spécial !» Ce doit être parce que je suis spéciale aussi, lui ai-je répondu, en essayant d'avoir l'air sûre de moi. Mais ces mots résonnaient dans ma tête. Qui es-tu pour avoir conquis ce Dieu? C'était comme s'il était inaccessible, et moi, une simple mortelle, qui avait réussi l'impossible. Je suis arrivée le 22 juillet et nous nous sommes mariés le 28 juillet. Mais avant la cérémonie officielle, il s'est passé quelque chose que j'aurais dû prendre comme le premier grand signal d'alarme. Nous allions au tribunal pour vérifier quels documents nous avions besoin pour le mariage légal. J'étais habillée d'un jean, d'un t-shirt quelconque et de sandales. Mon père portait une casquette. Thomas s'était décontracté.
C'était juste pour se renseigner sur les papiers. Nous sommes arrivés au tribunal et Marc est allé au comptoir pour poser des questions. Quand il est revenu, il a dit « Nous avons de la chance. Il y a un juge disponible et nous avons tous les documents. Nous pouvons nous marier tout de suite. » « Comment ça, tout de suite ?» ai-je demandé confuse. « Oui, pourquoi attendre? On peut faire la cérémonie légale maintenant et ensuite la célébration avec la famille. » C'était si soudain, si inattendu. Mon père a signé comme témoin. Thomas a aidé à traduire ce que disait le juge car Marc ne pouvait pas le faire. Le conjoint ne peut pas être le traducteur. Et ainsi, vêtu de mes vêtements de tous les jours, je me suis mariée dans un tribunal suisse. Après le mariage légal, les premières fissures sont apparues au paradis. Marc avait une petite chienne qui dormait toujours dans sa chambre, mais quand je suis arrivée, il l'a mise dehors dans le jardin. J'avais apporté des petits souvenirs de France, des savons artisanaux en forme de succulentes, environ 60 au total. Je les avais mis partout dans la maison comme décoration. La petite chienne avait marqué son territoire sur tout le tapis de sa chambre pendant des mois. L'odeur était insupportable. Quand je lui ai mentionné que nous devions nettoyer ça, il s'est plaint de l'odeur de mes petits savons. « Tu ne peux pas les mettre dans un sac en plastique? Ils sentent trop fort, » m'a-t-il dit. « Mais l'odeur de l'urine de la chienne ne te dérange pas? Ton nez doit être habitué parce que moi, ça me dérange, » lui ai-je répondu. Ce fut le début. Un jour, nous sommes allés visiter un village voisin appelé Les Grisons, un endroit magnifique avec un lac et des montagnes. Nous avons emmené mon père le voir. Sur le chemin du retour, Marc est resté complètement silencieux. Pendant tout le trajet, j'ai essayé de faire la conversation, mais il ne répondait pas un mot. Mon père a remarqué la tension. « Tout va bien ?» lui ai-je demandé. Silence total. Quand nous sommes arrivés à la maison, il ne me parlait toujours pas. J'ai pensé qu'il était peut-être préoccupé par quelque chose au travail, mais la froideur était évidente. C'était la première fois que je voyais cette facette de lui. Sa relation avec Thomas était cordiale mais distante. Il ne lui criait jamais dessus ni ne le contredisait, mais il ne montrait pas non plus d'affection réelle. Thomas avait 17 ans et Marc essayait d'être respectueux, mais il n'y avait pas de connexion véritable. Quand je devais corriger mon fils pour quelque chose, Marc pensait que j'étais trop stricte. Ses propres enfants avaient grandi sans limite claire et il ne comprenait pas ma façon d'élever. Quand mon père est parti, Marc m'a présenté un document d'une dizaine de pages en allemand. « Je veux que tu signes cet accord prénuptial », m'a-t-il dit. « Je peux le signer, mais j'ai besoin qu'il soit traduit en français par un professionnel, » lui ai-je répondu. « Tiens, voici la traduction », dit-il en me tendant des feuilles qui avaient clairement été traduites par Google Traduction. « Marc, je ne vais pas signer quelque chose d'aussi important traduit par Google. Cherchons un avocat qui parle français pour me conseiller. Tu ne me fais pas confiance. » Ce n'est pas une question de confiance. C'est que je ne vais pas signer quelque chose que je ne comprends pas complètement. À ce moment-là, tout a changé. Le rideau est tombé. Le masque s'est effondré. L'homme charmant que j'avais connu a disparu et à sa place est apparu un étranger froid et calculateur. « Très bien, » dit-il avec un sourire qui me glaça le sang. « Ne signe pas. » Et là, mon enfer a commencé. Après ce moment, Marc a complètement changé. Il n'a jamais été physiquement violent avec moi ou avec Thomas, mais sa cruauté psychologique fut dévastatrice. Il a tout simplement cessé de reconnaître mon existence. Ce n'était pas seulement qu'il ne me parlait pas, il me regardait et passait à travers moi comme si j'étais invisible. Des jours, des semaines entières, sans m'adresser la parole. Je me tenais devant lui et lui parlais, et il agissait comme si je n'existais pas. J'en suis venue à me questionner sur ma propre santé mentale. Suis-je en train d'halluciner? Suis-je vraiment ici? Me demandai-je en me regardant dans le miroir. Alors commença le sujet de l'argent. Il me dit que chaque semaine, il me déposerait une somme sur un compte que nous avions ouvert ensemble. « C'est pour le travail que tu fais à la maison ?» m'expliqua-t-il. « Le ménage, la cuisine, ce genre de choses. Mais ces choses, je les faisais aussi chez moi en France. » lui dis-je, confuse. « Eh bien, maintenant c'est ton travail ici. » C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'étais devenue sa domestique. Sa mère commença à me donner des instructions sur la façon de nettoyer, quel jour faire chaque chose,
comme si elle était la superviseuse et moi la servante. J'ai décidé de me rebeller de la seule manière que je pouvais. Je me suis limitée à nettoyer seulement ma chambre, ma salle de bain, la chambre de Thomas, sa salle de bain, et la cuisine quand je la salissais. Quand sa mère s'est rendue compte que je ne nettoyais pas toute la maison, elle en a parlé à Marc. Immédiatement, il a réduit le montant qu'il me déposait. L'épisode qui m'a le plus marqué fut quand Thomas commença les cours. Nous avions besoin d'acheter une armoire et un bureau pour sa chambre. Nous sommes allés dans un magasin et avons tout acheté avec l'argent que Marc m'avait déposé, bien qu'il m'ait ensuite fait payer avec ma carte, comme pour bien me faire comprendre que c'était ma responsabilité. Ce sera amusant de le monter en famille, ai-je pensé innocemment. Marc a mis les cartons dans la chambre de Thomas et est parti. « Montez-le vous-même », a-t-il dit. Pour notre malchance, il manquait la partie arrière de l'armoire. Je suis allée le lui dire avec le manuel en main. « Il manque cette pièce », lui ai-je expliqué en lui montrant le diagramme. « Il ne manque rien », me répondit-il sans même regarder. « Si, il manque, nous ne pouvons pas le finir sans cette partie. Débrouille-toi. » Comment vais-je me débrouiller? Nous devons aller le changer. Il a finalement accepté de nous ramener au magasin. Mais tout le trajet fut dans un silence absolu. J'étais assise sur le siège passager, pleurant silencieusement de frustration et d'humiliation. Quand j'ai essayé de lui prendre la main, il l'a retirée. Le trajet de retour fut également dans un silence complet. Thomas et moi avons tout monté seuls. C'était la dynamique qui s'était établie. Il mettait l'argent à contre-cœur et nous devions régler tout le reste. Les visites familiales sont devenues une autre sorte de torture. Chaque semaine, son frère Laurent et sa femme venaient nous prendre le café. Je devais être présente par politesse, mais Marc s'asseyait dos à moi, ne parlant qu'avec son frère. C'était comme s'il voulait me faire sentir invisible aussi devant sa famille. Un jour, après une dispute dont je ne me souviens plus exactement la raison, je crois que cela avait à voir avec l'accord prénuptial que je continuais de refuser de signer. Marc a retiré son alliance. Nous étions mariés depuis à peine un mois. Ça ne va pas marcher, me dit-il. Je ne vais pas demander ton ajustement de statut. Là, je dois expliquer quelque chose de crucial. Quand tu arrives avec un visa K1, tu as 90 jours pour te marier. Une fois marié, tu es hors statut, jusqu'à ce que ton conjoint demande ton ajustement de statut, ce qui te permet de rester légalement dans le pays. Et voilà le plus pervers du système. Le citoyen suisse n'est pas obligé de demander cet ajustement. Tu ne peux ajuster ton statut que si ton conjoint suisse le demande pour toi. Je vais acheter des billets pour que toi et Thomas rentriez en France, continua-t-il. Je fus sous le choc. Je me sentais comme un produit défectueux qu'Amazon allait retourner. Si cela n'avait été que moi, je m'en serais peut-être moqué. Mais j'avais Thomas avec moi. Il avait commencé l'école, s'était fait des amis, avait commencé à s'adapter à une nouvelle vie. Comment vais-je expliquer cela à mon fils? Comment faire sortir Thomas de l'école et lui dire que tout cela était une erreur de ma part? Pensais-je désespéré. Je suis entrée en panique, en dépression, dans un état mental que je n'avais jamais expérimenté. J'ai commencé à me blâmer pour tout. Je suis si irresponsable d'avoir mis mon fils là-dedans. C'est un désastre et c'est entièrement de ma faute. J'ai cherché de l'aide dans les groupes Facebook de visa K1 que j'avais trouvés auparavant. J'ai découvert que je n'étais pas seule. Il y avait beaucoup de femmes qui traversaient exactement la même situation. C'était comme une épidémie silencieuse d'abus psychologiques et de contrôle. Mon document I-94, qui indique jusqu'à quand tu peux rester légalement dans le pays, expirait en octobre. J'ai dit à Marc que la date approchait et qu'il fallait qu'il demande mon ajustement de statut ou que je devrais partir. Nous étions couchés quand je lui en ai parlé. Il ne s'est même pas retourné pour me regarder. « Je ne sais pas de quoi tu parles », m'a-t-il dit en regardant le plafond. « Du document qui expire en octobre. Je ne sais rien de ça. » À ce moment-là, je ne dormais plus. J'avais des crises d'anxiété constantes, bien que je ne savais pas à ce moment-là que c'était ce qui m'arrivait. Ma bouche se desséchait toute la nuit. Je buvais de l'eau constamment, ce qui me faisait aller aux toilettes toutes les heures. C'était un cycle sans fin. Bouche sèche, eau, toilette, bouche sèche, eau, toilette. Des nuits entières sans dormir. Mais alors, soudainement, comme si rien ne s'était passé, Marc avait des jours où il me traitait avec affection et attention.
Il me parlait doucement, m'embrassait, agissait comme l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Était-ce une hallucination de ma part ? Me demandai-je. Est-il de retour ? Cela durait 1-2 jours maximum, parfois seulement quelques heures. Parfois, il était affectueux le matin avant de partir au travail, mais quand il revenait l'après-midi, l'étranger froid était déjà de retour. Et ainsi, j'ai commencé à entrer dans le cycle classique de l'abus. Qu'ai-je fait de mal ? Que puis-je faire pour qu'il me traite bien à nouveau ? Le problème, c'est moi. Je dois changer quelque chose. La manipulation sexuelle fut la partie la plus traumatisante de tout cet enfer. Quand Marc voulait de l'intimité et que je lui disais que je ne me sentais pas bien émotionnellement, il me répondait « Tu ne m'aimes plus, tu ne me désires plus ». Et il se tournait dans le lit, clairement vexé. Je paniquais en pensant que le lendemain, il ne me parlerait plus, que j'avais ruiné les quelques chances que j'avais qu'il soit affectueux avec moi. Alors je cédais. C'étaient les pires moments de ma vie. Être là physiquement quand mentalement je n'avais aucune condition pour être présente. Je n'avais pas de désir, pas d'envie, mais je sentais que je devais le faire pour maintenir la paix. C'était de la prostitution émotionnelle. Échanger mon corps contre l'espoir de recevoir un traitement humain de base. Pendant nos fiançailles à distance, je lui avais clairement dit « Quand j'arriverai avec Thomas, s'il te plaît, ne me laisse pas seule. Je ne connais pas la langue. J'aurai beaucoup besoin de ta compagnie. Où que tu ailles, je veux aller aussi. Ne lâche pas ma main. Reste avec moi. » Il a fait exactement tout le contraire. Tout ce que je lui avais demandé de ne pas faire, il l'a fait sans exception. Les week-ends, au lieu de passer du temps avec moi et avec Thomas, il s'impliquait dans la construction d'une maison que son fils avait achetée. Il partait le samedi et le dimanche, nous laissant seuls. Je n'avais pas de voiture, pas encore de permis de conduire. Pour aller au supermarché, je devais marcher 1 demi-heure, porter les sacs, et marcher 1 demi-heure pour le retour. Quand je lui demandais d'apporter quelque chose du supermarché après le travail, il m'ignorait simplement. « Marc, tu peux apporter du pain pour demain ?» Silence. « Marc, tu as entendu que j'ai besoin que tu apportes du pain ?» Silence. Après lui avoir demandé 4 ou 5 fois, il répondait enfin « Je t'ai déjà dit oui. » « Non, tu ne m'as pas dit oui. Tu ne m'as rien répondu. Ne me parle pas comme si j'étais un enfant. Tu n'as pas besoin de répéter les choses, mais j'ai besoin de savoir que tu m'as écouté. Si tu ne me réponds pas, je ne sais pas si tu as écouté ou non. » Alors j'ai appris à me débrouiller seule. J'ai commencé à commander de la nourriture à domicile, à résoudre mes besoins sans dépendre de lui. Et je crois que ça l'a agacé parce qu'il s'est rendu compte que je trouvais des moyens d'être indépendante. Pendant tout ce temps, il a fait la demande pour mon ajustement de statut, non pas parce qu'il le voulait, mais parce que c'était de la pure torture psychologique. Il voulait me briser, mais il ne voulait pas les conséquences légales de ne pas faire la demande. Nous avons passé l'entretien d'immigration ensemble. Il y a des couples qui n'ont pas d'entretien, mais nous, si. Il a mis son alliance de mariage ce jour-là. Il ne l'avait pas portée depuis qu'il l'avait retirée pendant notre dispute. Nous avons parlé avec l'officier de l'immigration, faisant semblant d'être un couple heureux. Tout était sujet à discussion à la maison. Mais ce jour-là, nous avons joué le rôle parfait. Un jour, j'ai trouvé un club de sport qui coûtait 12 € par mois. J'ai vu qu'il y a un club de sport pas cher près d'ici. Je peux m'inscrire ? Faut-il signer un contrat ? Je crois que oui, comme dans tous les clubs de sport. S'il faut signer un contrat, non. Mais ça ne coûte que 12 € par mois. Je n'ai pas la discipline de faire de l'exercice à la maison. S'il faut signer un contrat, ce n'est pas possible. C'était comme ça avec tout. Pour faire une carte de fidélité dans un magasin, non. S'il faut donner un numéro de téléphone, non. Pour toute chose qui nécessitait de signer quelque chose, ce n'est pas possible. Comme si le FBI allait venir le chercher pour avoir signé un contrat de club de sport. J'ai jeté le dépliant du club de sport et j'ai explosé. Je sais ce que tu veux. Tu veux une petite employée qui règle les problèmes de ta maison, qui s'occupe de toi au lit et que cette personne n'ait pas de vie. Pour aller au supermarché, je dois te demander 1 million de fois. Pour un club de sport à 12 €, je dois demander ton autorisation. C'est ce que tu veux. Il a commencé à menacer de divorce constamment. Ça ne va pas marcher. Je vais demander le divorce. Il le disait si souvent qu'un jour je lui ai répondu « Parfait, demande le divorce ». Il est resté silencieux. C'était évident qu'il ne s'attendait pas à cette réaction de ma part.
En février 2020, j'ai enfin reçu ma carte de séjour temporaire de 2 ans. J'ai immédiatement commencé à chercher du travail. Aux tables de café avec son frère Laurent, je disais toujours « J'ai hâte que mon document arrive parce que j'ai besoin de travailler ». Sa belle-sœur m'a demandé un jour « Pourquoi veux-tu tant travailler ?» Parce que j'ai toujours travaillé. Toute ma vie, j'ai travaillé. Même quand je n'avais pas d'emploi formel, je vendais de la nourriture de chez moi. C'est une partie de ce que je suis. Je ne comprenais pas pourquoi cette question me semblait étrange, jusqu'à ce que je me souvienne de ce que sa sœur avait dit le premier jour. Il est si spécial parce qu'il aide financièrement toute la famille. Il donne de l'argent à tout le monde. Il était parfait aux yeux de sa famille parce qu'il était le pourvoyeur, le sauveur économique de tous. Quand mon document est arrivé en février 2020, j'ai eu l'impression d'avoir conquis le monde. J'ai immédiatement commencé à remplir des demandes d'emploi. J'ai trouvé un événement de recrutement pour travailler de nuit dans un entrepôt. Je ne savais pas ce que c'était de travailler de nuit, mais c'était le travail que j'avais trouvé. Je suis allée à l'événement sans savoir exactement où c'était, en transport en commun. Ici, le système de bus est très limité comparé à Paris. J'ai très peu compris ce qu'on m'a dit, mais j'ai signé et on m'a dit de commencer la semaine suivante. C'était un travail physique, déplacer des cartons sur une chaîne de production. On ne me donnait pas de gants ni d'équipement de protection. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message texte. Vous n'avez pas besoin de vous présenter à votre prochain quart de travail pour des raisons de performance. Ils m'ont licencié par message texte après une semaine. Ce jour-là, j'ai failli toucher le fond. Je ne me suis pas anéantie seulement à cause de Thomas. Je me suis sentie comme la poubelle la plus inutile du monde. Le problème, c'est moi. Je suis un désastre. Il a raison de me traiter comme ça. L'entreprise ne veut pas de moi. Je ne suis pas bonne pour travailler. Je suis une ordure. J'ai sombré plus profondément dans la dépression. Je ne me levais du lit que pour Thomas, pour le réveiller, lui préparer le petit déjeuner, l'accompagner à la porte de l'école. C'était la seule chose que je faisais avec plaisir, la seule qui me maintenait en vie. Mais la vie me réservait une autre opportunité. Malgré mon licenciement de ce travail horrible, j'ai continué à postuler ailleurs. La pandémie avait commencé et de nombreuses entreprises annulèrent des événements de recrutement. Mais finalement, Amazon en a programmé un. 3 tentatives annulées avant que je puisse enfin y assister. Quand j'ai finalement été embauchée chez Amazon en avril 2020, ma vie a commencé à changer. C'était un travail physique à déplacer des cartons, mais on me donnait de l'équipement de protection. On me traitait avec respect et j'avais des avantages médicaux pour moi et pour Thomas. Je déchargeais toute ma rage sur ces cartons. Je les lançais sur la chaîne de production avec une force qui surprenait mes collègues. « Waouh, tu es très travailleuse », me disait-il. S'ils savaient que c'était de la pure force de haine et de frustration accumulée. Petit à petit, j'ai commencé à me récupérer intérieurement. J'ai commencé une thérapie psychologique. Et avec cette nouvelle perspective, j'ai pris une décision qui changerait ma vie pour toujours. Un jour, j'ai dit à Marc, « Je t'aime, mais cette situation dans ta maison avec ton fils, avec ta mère et avec toi, ça ne marche pas. Tu ne t'imposes pas, je n'ai pas voix au chapitre dans cette maison, tu ne me défends pas devant ta mère ni devant ton fils. Tu es neutre en tout. Divorcé ou non divorcé, en ce moment, j'ai décidé que je vais déménager. Si tu veux essayer d'arranger ça avec moi, nous le ferons, mais pas ici. Je ne reste pas un jour de plus ici. » Marc est resté silencieux. Il ne s'attendait pas à cette détermination de ma part. « D'accord, » murmura-t-il finalement. « Commençons à chercher des appartements. » Mais comme à son habitude, il y avait toujours un problème avec chaque endroit que nous visitions. Celui-ci était trop cher. Celui-là avait un défaut. L'autre était mal situé. Il y avait toujours une excuse. Après une semaine de son sabotage passif, je lui ai dit « Tu sais quoi? Je vais chercher moi-même. » En une semaine, j'ai trouvé une femme qui louait des chambres dans sa maison. Je lui ai expliqué ma situation. J'avais besoin de 2 chambres, une pour moi et une pour mon fils de 18 ans. Thomas resterait dans une chambre, moi dans l'autre. Le jour du déménagement, Marc s'est complètement transformé. Il a pleuré pendant une demi-heure d'affilée, sanglotant comme je ne l'avais jamais vu. Il allait au travail quand il a commencé à pleurer. « Je pensais que tu partirais sans me prévenir », m'a-t-il dit en larmes. « Je ne suis pas une criminelle.
Je n'ai pas été élevée pour partir comme une fugitive. Je te préviens qu'aujourd'hui est mon dernier jour dans cette maison. Nous avons déménagé. Et alors commença la deuxième phase de la manipulation. Marc a commencé un bombardement d'amour. Je veux récupérer notre mariage. Je t'aime. Je ne sais pas pourquoi je me suis comportée comme ça avec toi. Je sais tout le mal que je t'ai fait, même sur le plan sexuel. La première fois qu'il est venu me chercher à la maison où je vivais, je portais mon anneau de fiançailles et mon alliance de mariage. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi de te voir avec ces bagues. Ça prouve que j'avais tort, que tu n'as pas reconnu le mal que je t'ai fait. Il a loué un appartement. Mais voici la prochaine manipulation. Je vais te faire une proposition. Je ne vais pas quitter ma maison parce que ma mère a besoin de moi, mais je vais louer cet appartement. Pendant mes jours de congé, je viendrai et je resterai avec toi. Au début, je n'étais pas d'accord, mais j'ai travaillé le sujet en thérapie. Ma thérapeute m'a dit « Claire, tu as gagné le gros lot. Tu ne seras avec lui que quand tu en auras envie, quand il te manquera. » J'ai décidé d'essayer. Et au début, ça a bien fonctionné. J'ai même voyagé en France pour passer la fin de l'année avec ma famille. Une bonne chose car l'année suivante, mon frère est décédé et ce fut notre dernier réveillon ensemble. En 2021, il semblait que nous avions trouvé l'équilibre. Le frère de Marc m'a offert une vieille voiture, mais qui fonctionnait. C'était un geste de véritable affection de sa part. Mais alors, de nouvelles manipulations plus subtiles ont commencé. Nous avons commencé à regarder de nouvelles voitures pour remplacer celles que Laurent m'avait données. Chaque fois que je trouvais une voiture qui me plaisait et que je pouvais payer, il y avait un problème. Celle-ci n'est pas bonne, celle-là a des problèmes. Mieux vaut continuer à chercher. Nous avons aussi commencé à visiter des maisons témoins, juste pour le plaisir. Mais Marc faisait toujours des commentaires comme « De toute façon, ce ne sera pas pour nous. Ceux qui profiteront de cette maison seront ton fils et mes enfants. » C'était comme construire des châteaux de sable. Il me faisait rêver avec des projets qu'il démolissait ensuite avec des commentaires destructeurs. Un soir, je regardais une série d'animes avec Thomas. Nous avons toujours eu une relation très proche. Marc est arrivé et au lieu de saluer ou d'interagir, il est allé directement dans la chambre regarder des vidéos sur YouTube. « Salut, je regarde cette série avec Thomas. Je te rejoins à l'interruption, lui ai-je dit. Il a grogné quelque chose et s'est enfermé dans la chambre. Quand je suis allée me coucher, à 23h30, il m'a dit « Il y a des formulaires de voiture que nous devons remplir maintenant. Sérieusement, tu es arrivé il y a 4 heures et tu viens me parler de formulaires maintenant que je vais dormir. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit quand tu es arrivé ?»« Ah, sérieusement ?» me répondit-il avec ce sourire sarcastique que je connaissais déjà. Il se retourna et je vis clairement l'image de cet homme qui m'avait ignoré pendant des mois. Ma bouche a recommencé à se dessécher. La panique est revenue. Je ne vais pas revivre ça, me suis-je dit. C'est arrivé le 20 décembre 2021. Le lendemain, Marc est parti et n'est jamais revenu. Il n'a plus jamais donné signe de vie. Je lui écrivais des messages, je l'appelais. Nous devons parler. Nous devons définir notre situation. Il répondait aux appels vidéo, mais sans mettre la caméra. Un jour, je lui ai dit « Nous devons définir notre situation. Que veux-tu? Veux-tu divorcer ?» Il s'est approché très près de la caméra du téléphone et m'a dit « C'est ce que tu veux, toi? Le divorce? Tu veux le divorce? Je vais demander le divorce parce que tu le veux. » Il m'a attribué toute la faute. À ce moment-là, j'ai senti comme si toute la culpabilité du monde était tombée sur mes épaules. C'est le divorce que tu veux. Tu auras ton divorce. En 2022, il m'a fait signifier les documents de divorce chez la dame où j'avais vécu auparavant. Mais j'étais déjà préparée. Pendant toutes ces crises, j'avais trouvé une avocate brésilienne qui parlait portugais et était licenciée en France. Je jure que je ne me souviens plus comment je l'ai trouvée. C'est comme si elle était apparue dans ma vie quand j'en avais le plus besoin. Je lui ai raconté tout ce qui se passait. Elle m'a accueillie, m'a instruite et est devenue ma représentante légale. Marc n'a jamais su son existence jusqu'à ce qu'il demande le divorce et qu'elle apparaisse comme mon avocate. Je crois que ce fut son pire cauchemar. Comment as-tu trouvé du travail seul? Comment as-tu trouvé une avocate seule? Comment as-tu réussi tout ça sans moi? Pendant notre mariage, je lui avais toujours parlé de l'importance de l'assurance maladie. En France, depuis la naissance de Thomas, il n'a jamais été sans couverture médicale.
Je veux que nous ayons une assurance santé quand j'arriverai. C'est très cher. Je ne pourrai pas te mettre toi et ton fils dans une assurance maladie, m'avait-il répondu. Et me voilà, travaillant dans une entreprise avec une excellente assurance maladie pour moi et pour Thomas, qui travaillait aussi déjà dans un café. Comment est-il possible qu'elle ait une avocate, a-t-il dû penser. Ce fut le plus grand choc pour lui. Le processus de divorce a eu ses complications, mais il a finalement abouti fin 2023. À ce moment-là, j'avais déjà demandé ma carte de résident permanent de 10 ans, celle qui supprime les conditions du mariage. Lorsque Marc a demandé le divorce, il a envoyé une lettre à l'immigration retirant son soutien pour mon dossier. J'ai reçu une correspondance de l'immigration me disant que je devais faire ma demande en tant que divorcée. Avec les conseils de mon avocate, j'ai rassemblé toutes les preuves que notre mariage avait été de bonne foi au début et j'ai réussi à faire approuver ma carte de résident permanent. Pour cela, nous avons dû écrire une lettre racontant toute cette histoire que je vous raconte maintenant. Ce fut un moment très douloureux pour moi, mais nécessaire pour démontrer que j'avais été victime d'abus. Quelque chose qui m'a donné beaucoup de force pendant tout ce processus fut le moment où j'ai eu le courage de dire à Marc « Je te reconnais comme une personne toxique, abusive et manipulatrice. Et il y a des gens aussi bien dans ce pays qu'en France qui savent déjà qui tu es. Alors si quelque chose m'arrive à moi ou à mon fils, les gens sauront qui tu es. » C'était avant que nous ne tentions une deuxième fois, alors que j'étais encore dans la maison familiale. Malgré mon état mental, je crois que j'ai été très courageuse de lui dire cela. Maintenant, s'il y a un message que je peux transmettre avec tout ce que j'ai vécu, c'est celui de l'indépendance financière. Et quand je parle d'indépendance financière, je ne parle pas d'avoir de l'argent pour vivre dans le luxe. Je parle du minimum pour ne pas rester dans une relation abusive. Des choses me sont arrivées que je n'ai comprises que bien après être sortie de la relation. Je me demande, que se serait-il passé si je n'avais pas trouvé de travail? Lors du divorce, j'ai dû quitter l'appartement loué parce que Marc a fait les démarches pour retirer son nom du contrat. C'était une résidence pour personnes de 55 ans et plus. Ici, il y en a beaucoup. Donc une personne qui signe le contrat doit avoir cet âge. Les autres peuvent être plus jeunes, mais le titulaire doit être plus âgé. Marc est venu retirer son nom juste au moment où Thomas avait été opéré de la cheville pour une fracture. C'était la fin de l'année dernière. « Tu ne peux pas attendre que je déménage et ensuite tu viendras retirer ton nom ?» lui ai-je demandé. « Non, je veux le faire maintenant. » « D'accord. Nous avons réussi à déménager et avons trouvé un appartement mieux que le précédent. Le contrat est uniquement à mon nom et au nom de Thomas. Mon fils travaille et nous partageons les dépenses. Ce n'est pas que Thomas m'aide, nous partageons tout. Il paie sa part du loyer et nous envoyons même de l'argent à mes parents en France. J'ai réussi grâce à mon travail, grâce au fait que Thomas travaille aussi, mais principalement grâce à mon indépendance financière. Je n'ai pas succombé aux folies de la mère de Marc, à ses manipulations, à ce qu'il voulait de moi quand il m'a amené ici. Je ne sais pas s'il cherchait une employée, une femme pour le lit ou quoi. Mais je vois beaucoup dans ces groupes Facebook de visa de fiancés. Il faut être prudente. Il y a beaucoup de cas où la personne arrive et l'autre partie dit « Je ne vais pas demander ton ajustement de statut ». Cette semaine même, j'ai vu 3 cas comme ça. Alors mon conseil est « Ne vous débarrassez pas de toutes vos affaires dans votre pays » parce que beaucoup de gens s'enthousiasment, subissent le stress du processus de visa et pensent que quand le visa sort et qu'ils se marient, tout est réglé. Ce n'est pas réglé, ce n'est que le début. Il faudra ajuster votre statut plus tard et l'ajustement de statut dépend de votre conjoint. Si vous n'ajustez pas ce statut, vous serez en situation irrégulière dans le pays. Vous pouvez rester en situation irrégulière, chacun fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas la meilleure façon. Alors vous vous retrouvez sans statut dans un pays qui n'est pas le vôtre, où vous n'avez peut-être pas de famille, vous ne parlez pas la langue, vous ne trouverez pas de travail régulier dans une entreprise parce que vous avez besoin d'être en règle pour cela. Alors, attention, si je pouvais laisser un message, ce serait « Ne vous débarrassez pas de toutes vos affaires dans votre pays d'origine. Laissez la porte ouverte à votre travail, à vos contacts, car si quelque chose arrive, vous pouvez revenir. » Aujourd'hui, Thomas et moi sommes dans un appartement que nous louons et dont le contrat est uniquement à nos noms. Nous payons avec ma voiture, qui est à mon nom,
Elle n'a pas été achetée à l'époque où Marc voulait acheter une voiture. Et il y avait toujours des problèmes. Celle-ci, je l'ai achetée après, seule. Et la première qui m'a plu, j'ai pu l'acheter sans drame. Thomas a sa propre voiture. Je suis dans la même entreprise depuis près de 5 ans. Thomas a obtenu son baccalauréat et étudie à l'université tout en travaillant. Je suis heureuse d'être une survivante, d'avoir lutté pour mon indépendance financière, de ne pas avoir laissé cette dépression me vaincre. Je me souviens que je faisais les choses en me traînant, avec beaucoup de difficultés, comme si j'étais dans un désert, mais je continuais d'avancer. Je suis allée chercher un avocat seul, je suis allée chercher du travail seul, je suis allée reconstruire ma vie seule. Je suis bien avec moi-même aujourd'hui. Bien sûr, me souvenir de tout cela me cause encore beaucoup de souffrance, surtout à cause de la compréhension tardive que j'ai eue de certains événements qui se sont produits. C'est comme si les choses étaient très récentes, parce que je ne les ai comprises complètement qu'après. Mais je suis très heureuse d'avoir survécu, de pouvoir transmettre ce message à d'autres femmes, ce que je veux faire, en me souvenant de ce que le frère de Marc m'avait dit par le passé. Indépendamment de ce qui se passe entre toi et mon frère, je crois que Dieu t'a amené ici dans un but précis. Peut-être que c'est le but, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis très bien avec moi-même. Je me suis pardonné d'avoir attribué des fautes qui n'étaient pas les miennes. Je me suis pardonné d'avoir fait des choses que je n'étais pas en état de faire. C'est toujours un processus. La blessure n'est pas encore complètement fermée, mais elle le sera. Comme je l'ai dit au début, si tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas. Continue d'avancer. Si cette histoire t'a été utile, si tu connais quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, je te demande de t'abonner à la chaîne et de la partager. Parfois, une seule histoire peut changer une vie et peut-être qu'ensemble, nous pourrons aider plus de personnes à trouver leur chemin vers la liberté.